bienvenue à Un peu plus léger. Saison 2. Moi, c'est TK, l'américain. Et moi, c'est Fanny Cotin. La saison dernière, nous avons suivi mon chemin personnel de perte de poids. La suite logique, être un peu plus léger dans la tête et pas juste dans l'assiette. Nous allons parler en toute simplicité de ces sujets parfois complexes. Et surtout voir comment vivre tout ça tranquillement. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue à Un peu plus léger. Alors moi, c'est TK, Terry Kaufman, et je suis très content d'être là avec Fanny Cotin. Salut Fanny! Salut Thierry, comment tu vas? Très bien, très bien. Bah écoute, on a eu des super échos de notre dernier épisode avec Florian Safer. Donc merci à tout le monde qui ont partagé sur les réseaux et liké et toutes ces bonnes choses. Et en fait, on a un autre invité aujourd'hui qui Florian Safer nous a dit que tiens, tu devrais parler avec ce monsieur-là. Il est bien sympa. Donc on va parler avec qui aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va parler avec Duncan Benveniste. On est hyper content de l'avoir et puis vraiment un grand merci à Florian pour sa participation au dernier podcast et puis pour ce super nouveau contact. On est ravis. Donc Duncan, du coup, c'est aussi un diététicien. On surreprésente la profession. Mais ce qui est super intéressant, c'est que justement, c'est un diététicien un petit peu comme Florian, c'est-à-dire qu'il y a une porte d'entrée sur l'alimentation et le corps qui est un peu différente de ce qu'on attendrait à la base d'un diététicien, et c'est ça qui est super intéressant. Lui, sa porte d'entrée principale, je dirais, c'est la pleine conscience. La pleine conscience, on en a parlé un petit peu, on l'a évoqué dans les épisodes précédents. Et du coup, là, aujourd'hui, dans cet épisode et l'épisode prochain aussi, on va plonger dans la pleine conscience et on va essayer d'aller plus loin et d'apporter des outils précis. Donc voilà, Duncan, il fait des consultations individuelles et il fait aussi de la formation, tout comme Florian. Donc ça fait aussi partie de ces personnes qui sont des références du milieu, quoi, on va dire. Donc on est vraiment ravis. Et puis tu fais aussi de l'hypnose, c'est ça? Oui. Ok. Entre autres, ouais. Entre autres. Bon, c'est une présentation rapide. Est-ce que ça te va ou est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, Duncan? C'est parfait. Déjà, bonjour à tous et merci Fanny, merci Thierry de m'accueillir dans ce podcast. Je suis ravi d'être là. Et il y a aussi quelque chose peut-être qu'on pourrait rajouter, parce que actuellement, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je fais un doctorat, je fais de la recherche sur la thématique en question qu'on va évoquer, là, pleine conscience. Donc, c'est sur comment générer, à partir de la perception du corps, un peu plus d'autonomie chez les personnes qui vivent avec une obésité. Donc, ça me tient vraiment à cœur, donc c'est pour ça que j'en parle. Effectivement, ça valait le coup de le préciser. C'est marrant parce qu'avant qu'on préparait pour cette interview, en fait, j'avais fait l'erreur, j'avais dit pleine confiance plutôt de pleine conscience. Et finalement, Fanny a bien aimé. Ouais, j'ai dit pleine confiance, c'est énorme en fait, j'adore. C'est tellement proche en sonorité, mais c'est beau. Pleine confiance et pleine conscience. Parce que l'anglais, en fait, on parle de mindfulness. Est-ce que tu peux nous donner déjà, juste pour faire une introduction de sujet, c'est quoi finalement cette pleine conscience? Alors, pleine conscience, c'est de la méditation, c'est un style de méditation. Donc, c'est une pratique méditative qui s'installe dans le quotidien pour développer un peu plus de présence à soi, de présence à ses pensées, à ses sensations, à ses émotions, à son monde intérieur. Et donc, comme les méditations, ça vient des pratiques bouddhistes, mais ça a été laïcisé, protocolisé dans les années 70-80. Et aujourd'hui, on les retrouve dans de nombreux hôpitaux, que ce soit pour des problématiques psychiatriques ou même des problématiques, même pas forcément psychiatriques, juste des souffrances liées à son rapport au corps, à son rapport à une maladie, ou même dans le quotidien. Hein, vous avez même des applications maintenant. Tout le monde me parle très souvent d'une application. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Petit Bambou, par exemple. C'est quelque chose qui est assez installé dans le quotidien. Oui. Tu connais pas TK? Non, pas encore. C'est marrant parce que c'est marrant parce que tu parlais de monde intérieur et déjà mon esprit est parti loin c'est quoi mon monde intérieur? Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu plus de ça? Alors par exemple, là, qu'est-ce qui se passe tout de suite pour toi, là, Thierry, là? Si je te pose cette question, qu'est-ce qui te vient spontanément, là? Fanny aussi, hein, tu peux répondre. Je suis en fait dans une écoute très active parce que j'ai envie d'avoir une discussion qui est sympa et en même temps je dois comprendre et
et à stimuler et dire mais qu'est-ce que ça veut dire à moi, et en plus j'ai mes enfants dans notre pièce, donc je me dis tiens, est-ce qu'ils vont faire d'autres bruits, donc en fait c'est assez marrant, j'ai plein de choses qui se passent dans mon monde intérieur. Donc là, c'est plutôt le raisonnement cognitif qu'on a actuellement, là, que tu décris. Là, c'est la réflexion que tu as, les liens que tu fais, qui fait que là, tu as une attention particulière au niveau de l'écoute, qui probablement fait que tu as un regard qui est dirigé un peu plus vers moi, etc., à ce moment-là, et du coup, ton attention qui est dirigée, avec peut-être une petite distraction avec les enfants à côté. Donc ça, c'est la réflexion qu'il y a au niveau cognitif, dans le cerveau. Mhm. Mais est-ce qu'il se passe d'autres choses au niveau corporel? Ou peut-être dans le cerveau aussi, hein. Oula, je sais pas. Est-ce que, par exemple, tu sens, parce que là, on a des casques pour ceux qui nous écoutent, là, mais on a des casques là actuellement. Est-ce que tu sens le contact du casque? Oui, ça fait un peu chaud aux oreilles. Oui, ça fait un peu chaud. Ça fait un peu chaud aux oreilles. Voilà. Est-ce que tu sens, par exemple, le contact du siège sur lequel tu es, là, à certains endroits? Quand je porte attention, c'est un mot déjà que Fanny m'a appris, cette idée de porter attention. Voilà, super. Et puis là, je vois qu'il y a un grand sourire. Peut-être que tu peux sentir aussi le grand sourire quand tu me dis ça, etc. Et on peut sentir aussi la respiration qui est là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les sensations physiques. On a parlé des sensations physiques plutôt extérieures, le contact chaud au niveau des oreilles, le toucher qu'on a au niveau du siège, par exemple, les sensations de contact. Et on peut avoir aussi les sensations à l'intérieur du corps. Par exemple, là, à l'intérieur du corps, parfois, c'est les battements du cœur qu'on peut sentir. La respiration. Parfois, quand on a très envie de faire pipi aussi, on peut sentir un peu plus à l'intérieur du corps certaines choses. Quand on a faim, quand on est rassasié. Voilà, ça, c'est plus l'intérieur. Moi, personnellement, je ressens une grande chaleur au niveau du cœur parce que je suis hyper heureuse d'être là avec vous. Mais vraiment, je le ressens physiquement. Voilà Ouais, quoi. super. Et là, ça se passe au niveau de la poitrine. Donc, Ouais. tu as pointé au niveau de la poitrine, etc. Une chaleur au niveau du cœur, avec un grand sourire que tu décris. Donc, ça, c'est la dimension émotionnelle, ce que tu décris là, Fanny. On était sur les sensations physiques. Et là, c'est la dimension émotionnelle. Je sens une chaleur au niveau du cœur. Donc, on a les pensées que Thierry nous a évoquées, la réflexion, tiens, je suis dans une écoute particulière, je suis en train de penser ce que c'est pleine conscience et en même temps, j'ai mes enfants à côté. On a les sensations physiques extérieures de contact, là, je touche, etc., le contact. Et puis, on a aussi à l'intérieur les sensations physiques et la dimension émotionnelle que vient de décrire Fanny. Donc là, je suis hyper heureuse, je suis contente et il y a un grand sourire qui apparaît et de la chaleur au niveau du cœur. Et c'est Et c'est ça. un entraînement, et c'est exactement ça, c'est un entraînement à se rendre disponible à tous ces phénomènes-là, moment après moment. Et peut-être désolé pour la question, mais pourquoi? Pourquoi ça nous aide? Ah là là, pourquoi? Dans la pleine conscience, on s'intéresse plutôt au comment, en fait. Mais c'est vrai que, bon, euh, dans l'enseignement, on s'intéresse plutôt au comment, mais allez, moi, je vais donner quelques données un peu scientifiques. On s'est rendu compte que plus on portait attention à notre monde intérieur et même extérieur, hein, comme on a évoqué, et plus on pouvait stabiliser notre attention. C'est-à-dire être plus présent à ce qui se passe à notre corps. Si je suis plus présent à ce qui se passe à mon corps, je sais mieux, moment après moment dans la journée, de quoi j'ai besoin. Par exemple, si je suis tout le temps en dehors de mon corps, dans mon mental, que je suis qu'une tête qui marche, qui fait des activités et qui est complètement coupée du corps à ce moment-là, et on le verra peut-être dans certaines pathologies, il peut y avoir ça, et pas besoin d'avoir une pathologie pour ça, et je suis déconnecté du fait que je peux avoir soif, que je peux avoir faim, que je suis peut-être stressé, là, que j'ai besoin de me reposer juste 30 secondes ou une minute, etc., etc. Et du coup, d'apprendre à connaître tout ça, ça permet forcément d'apprendre à mieux répondre à nos besoins. Du coup, tant physique, si on fait le lien avec notre première saison, et puis voilà, alimentaire notamment, que émotionnel, c'est-à-dire
arriver à percevoir ça c'est bon pour moi, là j'ai besoin de ça, comme tu dis, de repos, tous ces besoins un peu fondamentaux que parfois, fréquemment on relègue au 10e plan derrière tout ce qu'il y a à faire, quoi. C'est ça? Bah oui, attends, t'imagines là le contexte de vie qu'on peut avoir pour beaucoup de personnes quoi, actuellement. On a le travail, on peut avoir en plus les enfants, le deuxième boulot en rentrant à la maison, et puis qu'on est du coup très disponible pour les autres et pour son travail, et dans les tâches à faire du quotidien, qui peut parfois, il y a peu d'espace où on est présent à soi. Ça peut créer un environnement où il y a peu d'espace où on est présent à soi. Par exemple, actuellement, tu sais, avec le smartphone, avec les ordinateurs, répondre à toutes les sollicitations, répondre aux mails, aux réseaux sociaux, etc. Les notifications qu'il y a, hop, je cherchais les notifications. Et ben, ça peut créer des quantités de distractions. Si on est vraiment sur un critère quantitatif, à l'échelle d'une journée, et ben, c'est beaucoup de gestes attentionnels qui va à l'extérieur du corps, où il y a des stimulations qui sont à l'extérieur du corps. Effectivement. Oui, je pense que si on s'écoutait son corps, le nombre de fois que je regarde mon Insta et tout ça dans la journée, ça serait mieux, non? C'est clair. Et à chaque fois que tu regardes ton Insta, tu prends 30 secondes derrière pour regarder ce qui se passe à l'intérieur. C'est peut-être une bonne technique. Hop, tac, tac, dans le cerveau, les deux vont ensemble. Insta, comment je me sens? Et ça je pense que c'est très important, et je pense que c'est pas assez évoqué. Mais actuellement, moi, je vois les gens, c'est comme si c'était une excroissance de la main, le smartphone. Et du coup, on est là. Je ne sais pas si vous avez déjà ressenti quand vous avez oublié votre smartphone ou quand vous l'avez fait tomber par terre, ce que vous pouvez ressentir. Il y a quelque chose où on peut se sentir légèrement comme un manque ou un peu brisé quelque part à l'intérieur. Oui, c'est intéressant parce que j'ai écouté un podcast et c'était un podcasteur connu avec sa fille qui a 18 ans qui parlait en fait, elle disait mais vous avez eu un cell phone après et moi je suis né avec dans un sens qu'elle a toujours eu et les jeunes générations ça va être chaud quand même pour eux parce que pour elle c'est vraiment un partie de son corps. Tu avais dit quelque chose et j'aimais bien, c'était d'être présent à soi et je trouve ça intéressant comme concept pour mindfulness, ça me parle beaucoup d'être présent à soi parce que c'est vrai qu'on est disconnecté ou en fait parfois on passe les 5 minutes ou 10 minutes en train de scroller sur le téléphone et d'un coup je reviens à moi, à ma propre tête et je dis ah oui tiens peut-être je devrais faire d'autres choses avec mon temps. Donc cette mindfulness, donc en fait ça j'ai vu que ça peut s'appliquer à d'autres choses. En anglais j'ai vu qu'il y a mindful eating et ça j'ai vu ça sur ton site web, il y a mindful eating instructor. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Alors, l'alimentation en pleine conscience, mindful eating, c'est l'intention de la pratique de la pleine conscience, c'est-à-dire un entraînement à mobiliser son attention dans l'instant présent. Donc, le monde intérieur qu'on a évoqué, ça peut être des séquences de 20 minutes, vous savez, où on est vraiment à l'intérieur de soi, on se connecte à la respiration, on se connecte aux sensations corporelles, etc., aux pensées qu'on peut avoir. Et on a cette même intention-là autour de l'alimentation, autour du comportement alimentaire. Donc, ça peut être quand je vais faire les courses, quand je fais la cuisine, au moment de choisir ma prise alimentaire, de me connecter à ma faim et de ce dont j'ai besoin à ce moment-là et la façon dont je souhaite le cuisiner vraiment dans mon monde intérieur à ce moment-là. Que je prenne la décision en lien avec mon monde intérieur, mes besoins. Ça peut être lié aux émotions, hein. On le sait, hein, que de plus en plus, la relation difficile qu'on peut avoir avec notre corps peut créer une relation difficile avec nos émotions. Et cette pratique de la pleine conscience nous aide à refaire du lien avec le corps et donc avec les émotions. Parce que les émotions se manifestent dans le corps. Ah, tout à l'heure, Fanny, elle a dit « Je suis hyper contente, j'ai de la chaleur au niveau de la poitrine. » Les émotions se manifestent complètement dans le corps. Si on se sent en insécurité de vivre ces choses-là dans notre corps, on peut avoir envie ou de façon compulsive à supprimer cette chose qui monte dans notre corps. Cette chose qui est un phénomène naturel.
homéostasique. Bah, le supprimer, ça peut être par exemple, je vais aller boire un verre d'alcool, je vais aller marcher, je vais aller me fumer une clope, je vais aller dans mon smartphone regarder Instagram, ou je vais aller bouffer aussi, de façon compulsive, ou justement, je ne vais pas manger, pour ne pas vivre ce qui se passe dans mon corps. Et donc, du coup, autour de l'alimentation en pleine conscience, on peut travailler les pensées qu'on a autour de l'alimentation, les croyances limitantes. Par exemple, il ne faut pas manger du sucre, il ne faut pas manger du chocolat, il faut faire des régimes, et blablabli, et blablabla. Ces pensées dures qui nous empêchent de pouvoir nous connecter à notre corps, parce que c'est dans le mental qu'on est. Ça nous aide, cette alimentation en pleine conscience, à mieux rééduquer les sensations de faim, de satiété, de rassasiement, à mieux percevoir aussi les 5 sens, les goûts, et à avoir plus de satisfaction autour de la prise alimentaire, et à mieux gérer certaines de nos émotions autour de l'alimentation. Bon, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui te parlent là, Fanny. Ah bah complètement. Complètement. Mais alors, qu'est-ce que tu réponds aux gens qui doivent souvent te dire « Oui, oui, d'accord, mais j'ai pas le temps ». Alors, ça dépend en fait, parce que le « j'ai pas le temps » d'une personne à une autre n'a pas le même sens. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que quand j'entends « j'ai pas le temps », je fais « Ah, ça c'est intéressant. Il y a quelque chose à aller explorer. Qu'est-ce que ça veut dire « j'ai pas le temps » pour cette personne ? Est-ce que ça veut dire « je ne m'autorise pas à prendre le temps » ? Est-ce que ça veut dire concrètement « j'ai vraiment pas le temps et mon contexte de vie actuel est vraiment difficile » et peut-être que du coup, j'ai un aménagement à créer de mon environnement, comme par exemple, peut-être, allez, pendant une demi-heure, j'arrête de regarder mon smartphone, par exemple. Hein. Ça peut être ça, un aménagement de l'environnement pour être un peu plus présent. Mais aussi, il y a plein de techniques, plein d'outils qu'on peut faire qui peuvent durer 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Juste prendre le temps d'être présent à soi pendant que je suis en train de taper à l'ordinateur de bureau et que je suis en train de travailler. Ah, tiens, je suis présent au bruit que ça fait. Ah, tiens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Juste, si je peux faire quelques allers-retours entre concentrer sur mon travail et ce qui se passe en moi. Comme si je m'incluais dans mes actions du quotidien. Ça, c'est ce qu'on appelle les pratiques informelles autour de la pratique de la pleine conscience, qu'on peut travailler avec les patients. Et à ce moment-là, je peux me rendre compte, tiens, j'ai une douleur au niveau de l'épaule pendant que je suis en train de travailler. Ah, ça veut dire que je sens que j'ai besoin de redescendre mon épaule et de faire un tour de bras. Hop, je fais un tour de bras. Je suis déjà en train de prendre soin de moi. Je suis déjà en train d'avoir une attention envers moi à ce moment-là. Oui, c'est super intéressant parce que du coup, c'est vraiment ces pratiques informelles, comme tu dis, du coup, ça ouvre, ça met le pied dans la porte, en fait. C'est un peu ça. Je vois Oui. bien l'image. Ah non, j'ai pas le temps. Hop, mais si, avec un petit pied dans la porte, là, on va finir par réussir petit à petit à mettre le coude, l'épaule, et puis finalement, à peut-être passer la porte, quoi. Mais c'est vraiment ce côté progressif et c'est chouette parce que chaque seconde permet peut potentiellement permettre d'apprendre sur soi. C'est encore une fois super encourageant. C'est quelque chose que j'ai déjà dit avec Florian, mais en fait, ce que j'adore quand je vous entends parler, c'est vraiment ce côté. Il y a beaucoup d'espoir en fait pour tous d'avancer, d'évoluer, d'apprendre de nouvelles choses, d'apprendre sur soi. Enfin, c'est porteur de beaucoup d'espoir pour moi et puis pour, je sais pas, Ticket, pour toi aussi ou pas? En fait, c'est marrant. J'adore ton côté d'espoir. Ce matin aussi, je disais, tu ramènes le bonheur, c'est superbe. Pour moi, c'est parfois, en fait, c'est assez marrant. Donc, déjà, quelques petits trucs. Donc là, on va faire après, dans le prochain épisode, quelques exercices que tu vas nous proposer. En fait, dans la dernière fois, tu expliquais un peu le mindful eating. En fait, pour moi, j'ai revivé notre saison 1, en fait. Et j'ai pensé à quelques moments où, en fait, oui, cette idée de mindful eating, ça marchait chez moi. Et je me souviens très bien, il y avait un moment où je t'avais dit bad news, bad food. J'ai sorti d'un rendez-vous médical avec mon fiston, il y avait du bad news, on a acheté, je sais pas, combien de grammes un gros sachet de M&M's. Et en fait, finalement, c'est la première fois j'ai fait le lien entre bad news et bad food. Et en même temps, cette idée de satiété qui était un mot que je connaissais pas en français, et en anglais même. Et en fait, de dire, ah oui, ça existe, de l'absence du faim. En fait, et donc ça m'a beaucoup pensé à l'année pendant la dernière saison.
Et l'autre chose, c'est marrant parce que tu t'es là avec plein de joie, plein de bonne humeur. Et parfois, pour moi, c'est un effort quand même. C'est un effort, tout ce travail d'être avec soi et d'être à l'écoute. Et parfois, il faut être autonome. Et c'est moi qui dois être responsable et que tu dois être à l'écoute de moi. Et tu vois, et parfois, c'est pas pesant, mais parfois, je dis, oh, faut que je m'écoute. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je vois très bien. Oui, alors je te remercie vraiment pour cette question parce que là, je pense que tu mets le doigt sur quelque chose qui est très intéressant parce que je pense que c'est très chouette que la pleine conscience soit à la mode. Je pense que ça se développe et que du coup, on prête un peu plus une attention particulière à soi, à ses besoins. Sauf que, comme toute chose à la mode, il peut y avoir des dérives. C'est-à-dire que ça devient une nouvelle injonction. Il faut être présent à son corps, à ce qui se passe à l'intérieur de soi. Et on retombe sur les bons vieux schémas. Il faut, je dois, avec ce bon vieux critique intérieur. Hein, vous savez, cette petite voix qui vous dit « C'est pas assez, tu dois être meilleur que ça, t'es trop gros !» Et d'ailleurs, cette petite voix, souvent, elle est rarement rassasiée. Elle dit toujours « c'est pas assez » d'ailleurs. Hein, peut-être qu'on peut voir des liens sur certaines choses, mais euh, je pense que c'est très important dans l'accompagnement de pouvoir repérer, tiens, est-ce que là, je me mets dans quelque chose qui est avec beaucoup de tension autour de cette pratique? Est-ce que je suis dans une intention de vouloir performer peut-être autour de cette pratique? Ça, c'est important de le repérer. Parce que la pratique de la pleine conscience, il n'y a pas de résultat à atteindre, en fait. Si je remarque que je ne suis pas présent à ce qui se passe pour moi, tiens, j'ai remarqué que là, j'étais complètement dispersé pendant cette dernière demi-heure. C'est une observation intéressante. Ça ne veut pas dire qu'il faut culpabiliser, c'est pas bien, tu n'as pas été présent. Et ça, c'est un biais cognitif qui est fondamental à saisir. C'est fondamental à saisir. Mathieu Ricard, par exemple, qui est un grand un moine tibétain, qui a beaucoup démocratisé notamment la méditation en Occident, qui est l'interprète du Dalai Lama. Ils ont fait des études sur son cerveau. Et ils ont remarqué qu'il a plus de 20 000 heures ou 30 000 heures de méditation derrière lui, quelque chose comme ça. Et ils ont fait des études sur son cerveau, même plus. Hein. Bref, ils ont fait des études sur son cerveau et ils se sont rendus compte que son esprit se dispersait, qu'il y avait des dispersions au niveau de l'attention. Et en fait, les phénomènes attentionnels, il est cohérent qu'à un moment donné, on parte dans la distraction. C'est-à-dire que, par exemple, dans la pleine conscience, on va inviter à être focalisé sur la respiration, peut-être. Les sensations physiques de l'inspire, on peut sentir un air plus frais à l'inspire au niveau des narines ou l'abdomen qui se gonfle, et à l'expire, sentir que l'abdomen se dégonfle, etc. Il est cohérent que pendant 10 minutes, il y ait des séquences où l'esprit s'en aille dans les pensées, et tiens, j'étais parti, mon esprit s'en va, et je reviens. Ça, c'est la définition neuroscientifique de la pleine conscience, de l'entraînement à l'attention. Je me focalise sur un point, hop, mon esprit s'en va et c'est naturel, c'est comme ça que l'esprit fonctionne. Je me rends compte que j'étais parti, tiens, je suis parti, et je me refocalise sur mon point. Donc, quand votre cerveau vous dit, ou votre tête vous dit, c'est pas bien, t'es parti dans la distraction là, t'es pas assez dans ton corps, sachez que là, peut-être que je suis sur un biais cognitif et que je suis déjà en train de me tromper. Je suis pas sur quelque chose qui est scientifique là tout de suite. C'est super intéressant. Parce que c'est vrai qu'on a toujours ce côté, si on s'est mis un petit objectif, allez, je me concentre sur ma respiration, si on en sort, il y a quand même ce petit côté, j'ai pas réussi, quoi, j'ai pas réussi à le faire jusqu'au bout. Mais du coup, c'est super intéressant de se rendre compte que finalement, naturellement, physiologiquement, c'est normal d'avoir cet esprit qui part et que la pleine conscience, c'est simplement d'observer qui part et de le ramener. Enfin, si j'ai bien compris ce que tu expliques, c'est super intéressant. Tout est observation et tout est pleine conscience, en fait. C'est l'intention d'être dans cette attention, quoi.
Et je pense que C'est ça. beaucoup de personnes, peut-être par rapport à la méditation, je me suis, moi, il y a je sais pas combien d'années, mais avant, méditation, c'était très très loin de moi parce qu'effectivement, à chaque fois que le cerveau partait, je disais, ah non, c'est pas bien, j'arrive pas à faire, donc j'arrête. Tu vois, et finalement, bah, oui, après, j'ai appris à peu dire, bah, c'est pas grave, c'est fait partie de choses, et je reviens tranquillement sur l'exercice ou sur la musique que j'écoute, et voilà, quoi. Donc, peut-être juste si Top. vous nous écoutez, vous essayez de faire un peu de méditation, juste de savoir que, bah, c'est normal que ça part, et l'effet de savoir que c'est parti, c'est plutôt une bonne chose. C'est ça que tu nous dis. Ah oui, en fait, plus vous vous rendez compte que vous êtes parti, plus vous êtes présent à ce qui se passe pour vous. Plus vous avez dans la journée des moments où vous vous dites, ah, tiens, j'étais parti là, bah, plus vous êtes dans la pratique, plus vous êtes présent à votre corps. Si vous n'avez aucun, ah, tiens, j'étais parti dans la journée, c'est que probablement vous êtes beaucoup dans la distraction. Oui, ce que tu dis, moi, me fait penser, et c'est assez récent, en fait, pour moi, peut-être quelques mois. En fait, je m'aperçois maintenant, quand je suis tendue et que je me vois m'agacer sur mes enfants, j'arrive à beaucoup plus prendre conscience de l'effet de mon état intérieur sur mes réactions. Alors, mes réactions, elles sont là. J'ai des fois du mal à les contrôler ou l'agacement, il est là. Par contre, j'ai ce recul sur moi qui, malgré tout, me permet, je pense, en tout cas, de verbaliser certaines choses auprès de mes enfants et de leur dire, écoutez, voilà, je suis agacée, c'est pas forcément bon. Voilà, vous avez un comportement d'enfant là qui pour moi est agaçant, mais surtout j'ai un suragacement qui est lié à moi-même. Et finalement, je sais pas, ce que tu dis me fait vraiment penser à ça. Finalement, c'est pas d'arriver à supprimer cet agacement. Il est là, je suis énervée parce que, je sais pas, ma journée m'a agacée. Mais par contre, j'arrive maintenant à le voir et à finalement presque le pondérer dans mes réactions. Je sais pas si c'est clair. Mmh. Et c'est vraiment ça me fait penser à ça, moi, dans ce que tu dis. Enfin, c'est un des exemples, hein. Les pondérés. Un autre mot de français pour moi, merci. Pondérer, c'est C'est bon, t'inquiète. C'est bon, on cherchera dans le En, dictionnaire. en tout cas, si je peux juste rajouter quelque chose là-dessus, je te remercie pour ce lien. C'est tout à fait ça, en fait. C'est tout à fait l'intention. Et je trouve que même tu vas beaucoup plus loin, en fait. C'est-à-dire que cette qualité de présence qu'il y a à ce moment-là pour toi, et c'est pas simple, hein, parce que être présent à ce qui se passe lorsqu'on est agacé, c'est pas simple, hein, c'est pas très confortable, et ben t'aide à pouvoir l'exprimer et peut-être à fluidifier quelque chose sur le plan relationnel dans la relation aux autres. Donc là, il y a ce qu'on appelle, dans le jargon un peu scientifique, la pleine conscience interpersonnelle. Donc, c'est des compétences pour être dans quelque chose plus fluide dans la relation qu'on a aux autres. Et pouvoir exprimer, je me connecte à ce que je ressens, à mon besoin, et je peux du coup l'intégrer dans la relation en l'exprimant. Et les autres le prennent en considération, du coup. En tout cas, le prennent en général un peu plus en considération. Oui, et c'est vrai que j'ai remarqué, hein, depuis ces quelques mois où j'arrive à faire ça, ça fait que ça, finalement, ça détend un peu le moment de tension, mais involontairement. C'est pas un choix, c'est simplement de m'en rendre compte et de le mettre dans l'équation du moment. En fait, ça aide vraiment beaucoup. Et c'est très marqué pour moi dans les situations d'agacement, justement. Qui du coup sont des fois celles qui partent un peu en live et puis on a l'impression de plus rien maîtriser et on a des réactions qui sont parfois pas assez désagréables. Et de mettre ça dedans, ça empêche pas complètement la réaction, mais ça change quelque chose, clairement. Pour moi et pour mes enfants, pour le coup. Bon, je pense qu'on a fait plein de choses dans cet épisode déjà, et j'ai pensé en fait, on a l'habitude de faire la petite graine qui va rester, en fait, qui va s'aimer pendant un certain temps. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup déjà de revivre toute l'année dernière dans ton explication, Duncan, c'était très intéressant. Moi, j'ai juste envie de dire, il y a un monde intérieur, que j'ai un monde intérieur. C'est quelque chose que tu as dit tout au début, et ma première réaction de ça, c'était waouh, qu'est-ce qui se passe dans ce monde intérieur que j'ai. Et je pense que parfois ça bouge pas mal quand même, hein, et juste de savoir qu'il y en a un, peut-être ça va m'aider à le poser, l'être un peu plus relax avec ça, et de dire bah tiens oui, il faut peut-être que je ralentis ce qui se passe dans mon monde intérieur. Donc ça c'est un peu, je sais pas, Ouais. la petite graine que j'entends. Parfait. Et moi, j'ai même tendance des fois à penser que le monde intérieur, il est plus vaste que le monde extérieur. Merci beaucoup pour ce que vous décrivez, hein, sur ce monde intérieur-extérieur. Même si en fait ils sont interconnectés en permanence, hein, il y a beaucoup de travaux là-dessus. J'ai un monde intérieur, je t'ai entendu dire
Thierry, et ça peut parfois être vertigineux pour beaucoup de personnes. Il y a quelque chose qui est assez vertigineux, qui est aussi intéressant à signaler, c'est qu'il y a des équipes allemandes, neuropsychologues, Lutz Janke, je crois qu'il s'appelle, qui ont remarqué qu'on avait 11 millions de perceptions sensorielles par seconde qui étaient déversées dans notre cerveau. Et que notre cerveau arrive à en traiter que 11 à 36 par seconde. Ah oui, ok. Donc, c'est-à-dire qu'on a un monde juste là, mais vraiment le plus près de vous, tellement près qu'il est là, à l'intérieur de vous. Il y a tout un monde. Et ça peut être vertigineux, donc pour certaines personnes qui peuvent avoir des angoisses, etc., d'y aller petit à petit pour travailler, parce qu'il peut y avoir des contre-indications justement d'aller voir ce monde intérieur. Donc d'y aller petit à petit pour certains patients, certaines personnes. Bon, je propose que le prochain épisode, on va découvrir tout ça. Duncan, merci beaucoup pour toutes ces explications vraiment intéressantes et on se reverra très bientôt dans un prochain épisode où on va faire quelques exercices ensemble. Un grand merci à vous. Merci Duncan, à bientôt. Au revoir. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Et que vous vous sentez déjà un peu plus léger. Merci de partager sur les réseaux sociaux, likez notre Instagram et laissez-nous un review sur Apple Podcasts. Et si vous cherchez une diététicienne, je connais une très très bien. Allez sur Facebook et cherchez Fanny Cotin. Et écoutez aussi les autres podcasts de TK. Back to Pot sur le rugby et Baguette Baguette sur la France, but in English. À bientôt. Bye bye.